Elle avait trouvé les photos, par accident, dans une vieille boîte au fond du placard que personne n'ouvrait plus depuis des années. Des photos d'une période que sa mère n'avait jamais évoquée. Une vie d'avant, des visages inconnus, des contextes impossibles à expliquer simplement. Sa mère était dans la cuisine quand elle est venue la trouver, et dans le regard de sa fille, elle a vu quelque chose qu'elle n'avait jamais voulu provoquer, la confusion, le questionnement, le début d'une image d'elle-même qui se fissurait. Cette mère a eu à choisir entre tout expliquer ou trouver les mots justes pour protéger sa fille, pas de la vérité, mais du poids d'une vérité qu'elle n'était pas encore capable de porter. Être parent, c'est peut-être ça aussi. Savoir ce qu'on partage, savoir ce qu'on protège. Savoir que certaines choses sur nous, même vraies, même légitimes, ne sont pas faites pour les oreilles et les cœurs de nos enfants. Pas parce qu'on leur ment, mais parce qu'on les aime. Aujourd'hui, je vais te parler de 6 choses que tes enfants ne doivent jamais savoir sur toi. Non pour t'encourager au mensonge, mais pour te donner une réflexion sur les frontières saines entre parents et enfants, sur ce qui appartient à ta vie d'adulte, et sur ce qui, si ça leur parvient, peut blesser leur construction plus qu'on le réalise. Et la 6e chose, tu vas comprendre pourquoi c'est celle que les parents partagent le plus souvent sans s'en rendre compte. Abonne-toi à cette chaîne maintenant et like cette vidéo. Allez, on commence. Chose numéro 1. Les détails de ta vie sexuelle et amoureuse passée. Tu as eu une vie avant eux. Des relations, des histoires, des expériences intimes qui font partie de ton histoire d'adulte. Cette vie-là leur appartient, pas à tes enfants. Et pourtant, par besoin de connexion, par volonté d'être authentique, ou parfois par manque de filtre, certains parents partagent des détails de leur vie amoureuse ou sexuelle passée avec leurs enfants. Parfois en croyant bien faire, parfois sans y penser. Les conséquences peuvent être durables. Un enfant qui apprend que son parent a eu de nombreux partenaires, des relations instables ou des aventures qu'il aurait voulu garder privées, ne sait pas quoi faire de cette information. Elle vient parasiter l'image qu'il a de son parent. Elle peut créer de la gêne, de la confusion, parfois une perte de repère sur ce que l'amour est censé être. L'enfant n'est pas ton confident amoureux. Il n'est pas là pour valider ou absoudre ton passé sentimental. Il a besoin que tu sois son parent, avec toute la solidité et l'intégrité que ce rôle implique. Ce que tu fais à la place, les questions sur l'amour et la sexualité que tes enfants te poseront méritent des réponses honnêtes et adaptées à leur âge. Mais le détail de tes propres expériences n'en fait pas partie. Chose numéro 2. Les conflits financiers et les dettes graves. Les difficultés financières d'un foyer, surtout quand elles sont sévères, créent une anxiété que beaucoup de parents transfèrent involontairement à leurs enfants. On n'a pas d'argent. On ne va pas pouvoir payer le loyer. Ton père a encore tout gaspillé. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Ces phrases, dites dans des moments de stress, souvent sans mauvaise intention, font quelque chose de précis dans le cerveau d'un enfant. Elles l'obligent à porter une charge qui n'est pas la sienne. Un enfant n'a pas les outils psychologiques pour traiter l'angoisse financière d'un adulte. Il ne peut pas la résoudre. Il ne peut pas aider. Mais il la ressent. Et elle s'installe sous forme d'anxiété chronique, de sentiments d'insécurité profonde, parfois d'une culpabilité diffuse d'exister et de coûter. Des études en psychologie de l'enfant montrent que les enfants exposés au stress financier parental développent plus fréquemment des troubles anxieux et une relation complexe à l'argent à l'âge adulte. Ce que tu fais à la place, protège leur espace de sécurité. Adapte tes dépenses discrètement. Si la situation est vraiment grave, parle-en à d'autres adultes, à un conseiller, à un proche de confiance, pas à ton enfant de 8 ans. Chose numéro 3. Le mal que tu penses de l'autre parent. La séparation, le divorce, la tension entre deux parents qui ne s'entendent plus. Et dans cette tension, la tension de dire à l'enfant ce qu'on pense vraiment de l'autre. Ton père est irresponsable. Ta mère est égoïste. Tu verras plus tard ce qu'il est vraiment. Ces phrases, même si elles contiennent une part de vérité, font quelque chose d'irréparable dans le cœur d'un enfant. Parce qu'un enfant est fait de ses deux parents. Quand tu lui dis que son père est un mauvais homme, tu lui dis qu'une partie de lui vient d'un mauvais homme.
Quand tu diminues sa mère, tu attaques la moitié de son identité. Les professionnels de la psychologie de l'enfant l'appellent la parentification négative. L'enfant devient le réceptacle des rancœurs d'un adulte. Et les dommages se voient des décennies plus tard, dans ses propres relations, dans sa capacité à faire confiance, dans l'image qu'il a de lui-même. Ce que tu fais à la place, tes conflits avec l'autre parent se règlent entre adultes, avec un médiateur si nécessaire. L'enfant a le droit d'avoir les deux parents dans sa vie sans les porter en guerre l'un contre l'autre. Chose numéro 4. Tess regrette sur le fait d'avoir des enfants. Celui-là, beaucoup de parents l'ont pensé. Très peu l'avouent. Et encore moins comprennent à quel point c'est dangereux si ça sort. La parentalité est épuisante. Il y a des périodes où on se demande comment on aurait été sans. Des moments de fatigue extrême où une pensée traverse l'esprit. Et si je n'avais pas eu d'enfant? Ces pensées sont humaines. Elles ne font pas de toi un mauvais parent. Elles font de toi quelqu'un d'épuisé qui traverse un moment difficile. Mais si ces pensées sont dites, même maladroitement, même dans la colère d'un instant, elles peuvent marquer un enfant pour la vie. T'as gâché ma vie. Sans toi, j'aurais pu faire tellement plus. Je me demande parfois si j'aurais pas dû. Un enfant qui entend ça, même une seule fois, porte le poids de cette phrase pendant des années. La conviction qu'il est un fardeau, qu'il n'aurait pas dû exister, que sa présence dans cette vie est une erreur. Ce sont des blessures qui ne guérissent pas facilement et qui se retrouvent des décennies plus tard dans le bureau d'un thérapeute. Ce que tu fais à la place, ces pensées méritent un espace avec un ami de confiance, un thérapeute, un conjoint, pas avec l'enfant concerné. Jamais. Chose numéro 5. Tes addictions ou tes erreurs graves du passé. Il y a des choses dans ton passé dont tu n'es pas fier. Une période de dépendance, une arrestation, une erreur morale grave, un choix que tu regrettes profondément. Certains parents, avec les meilleures intentions, partagent ces histoires avec leurs enfants pour leur enseigner quelque chose, pour que tu ne fasses pas les mêmes erreurs, pour que tu saches d'où je viens. L'intention est belle. Mais l'exécution peut être désastreuse, selon l'âge de l'enfant, la nature de l'information et la façon dont elle est partagée. Un enfant de 7 ans qui apprend que son père a fait de la prison pour une raison grave ne sait pas comment intégrer ça. Un adolescent à qui on révèle une addiction sévère dans un moment de crise familiale ne reçoit pas un enseignement, il reçoit un choc. Ce que tu gardes pour toi ou partages avec sagesse, certaines vérités sur ton passé peuvent être partagées quand l'enfant est adulte dans un contexte de conversation approfondie avec la maturité nécessaire pour l'accueillir. L'intention pédagogique ne justifie pas un timing brutal. Chose numéro 6, tes peurs les plus profondes sur l'avenir. Et voilà la 6e, celle que j'avais annoncée, celle que les parents partagent le plus souvent sans s'en rendre compte. Tes peurs, la peur de mourir, la peur de tomber malade, la peur de ne pas y arriver, la peur de l'avenir, la peur que tout s'effondre. Ces peurs sont légitimes, elles font partie de la vie d'adulte, et dans des moments de vulnérabilité, devant un enfant attentif et aimant, elles s'échappent parfois. J'ai peur de ne pas être là pour te voir grandir. Je ne sais pas comment on va gérer si ça empire. J'ai peur que la situation empire. Un enfant ne peut pas absorber les peurs existentielles de ses parents. Il n'a pas les outils, et quand il les reçoit, il développe souvent une anxiété chronique liée à la sécurité de ses parents. Il commence à surveiller, à s'inquiéter, à ne plus pouvoir être simplement enfant parce qu'il se sent responsable du bien-être émotionnel de l'adulte. C'est un renversement des rôles, subtil, non voulu, mais dévastateur sur le long terme. Ce que tu fais à la place, tes peurs ont besoin d'un espace adulte pour être exprimées. Un ami, un partenaire, un thérapeute. Ce n'est pas à l'enfant de te rassurer sur ta propre existence. Ce qui unit toutes ces choses, ces 6 choses ont toutes le même point commun. Elles placent l'enfant dans un rôle qui ne t'appartient pas d'occuper. Le rôle de confident, de thérapeute, de médiateur, d'arbitre, de réceptacle des émotions non traitées d'un adulte. Ce renversement des rôles, les psychologues l'appellent la parentification, est l'une des dynamiques les plus silencieusement nuisibles dans la relation parent-enfant. Parce qu'il ne ressemble pas à de la maltraitance. Souvent, il ressemble à de la proximité,
à de la confiance, à de l'amour. Mais un enfant parentifié, un enfant qui grandit en portant les fardeaux émotionnels de son parent, devient un adulte qui ne sait pas comment recevoir du soin sans immédiatement en donner, qui ne sait pas avoir de besoin sans culpabilité, qui cherche dans chaque relation à soigner l'autre, parce que c'est le seul rôle qu'il ait jamais appris à jouer. Protéger ses enfants de certaines informations, c'est leur offrir quelque chose d'essentiel, la permission d'être enfant. La mère dont je t'ai parlé au début, celle qui a trouvé sa fille avec les vieilles photos, elle a choisi ses mots avec soin. Elle n'a pas tout raconté. Elle a partagé ce que sa fille pouvait porter à son âge, à ce moment-là. Et elle a gardé le reste pour elle. Ce n'était pas du mensonge, c'était de la sagesse parentale. Être un bon parent, c'est pas être un parent parfait. Ce n'est pas n'avoir jamais rien fait de mal. Ce n'est pas n'avoir aucun passé. C'est savoir ce qu'on donne et ce qu'on protège. Savoir que l'amour pour un enfant ne se mesure pas au nombre de vérités qu'on lui dit, mais à la façon dont on crée pour lui un espace assez sûr pour qu'il grandisse sans porter ce qui n'est pas à lui de porter. Alors maintenant, j'ai une question pour toi et je veux que tu y répondes honnêtement dans les commentaires. Est-ce que tu as déjà partagé avec un enfant quelque chose que tu aurais dû garder pour toi? Et qu'est-ce que tu ferais différemment aujourd'hui? Pas de jugement ici. On est tous en train d'apprendre à être parents. Même ceux qui le font depuis longtemps. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, partage-la avec un parent proche, un ami qui traverse une séparation difficile, une personne qui a besoin d'entendre que protéger ses enfants, c'est aussi une forme d'amour. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche et reviens la semaine prochaine. Je t'attends.